Bonjour à tous et merci de suivre RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour de la Guinée. À son arrivée hier après-midi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Abdon-Donnekon et plusieurs membres du gouvernement. En Guinée, le chef de l'État effectue une visite d'amitié et de travail. Le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma et la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf ont pris part à la séance de travail que le président ivoirien a eue avec le président guinéen Alpha Condé. Cette séance de travail a été sanctionnée par un communiqué final, communiqué dans lequel les chefs d'État ont exprimé leur volonté de soutenir et d'accompagner le peuple et le gouvernement guinéen dans le renforcement du processus démocratique en Guinée. Avant la Guinée, le chef de l'État était en visite officielle au Bénin à l'invitation de son homologue Thomas Yayi Boni. Cette visite, vous le savez, a pris fin samedi dernier. Au cœur de cette rencontre, le renforcement des relations entre Abidjan et Cotonou, un communiqué final a été rendu public à la fin de cette séance de travail. Viviane Aïma. Durant cette visite, les deux chefs d'État ont eu une série d'entretiens au cours desquels ils ont échangé sur les questions nationales, bilatérale, régionale et internationale dans une atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension parfaite. Les deux chefs d'État se sont félicités des conditions d'hospitalité et de mesures de sécurité dont bénéficient leurs ressortissants résidant sur leur territoire respectif et ont exhorté ces communautés à continuer à vivre en bonne intelligence avec leurs hôtes et à observer un comportement exemplaire dans leur pays d'accueil. S'agissant de ces compatriotes vivant au Bénin, notamment ceux qui s'y sont installés après les événements post-électoraux survenus en Côte d'Ivoire, le président ivoirien les a invités à regagner leur pays où ils seront accueillis en toute dignité et en toute sécurité. À cet effet, le président Alassane Ouattara a fait part au chef de l'État béninois des mesures qu'il a prises dans le cadre de la réconciliation et des réformes qu'il a entreprises en vue de la sécurisation et de la reconstruction du pays depuis son accession à la magistrature suprême. Le président ivoirien a partagé également avec son homologue béninois les efforts faits par son gouvernement pour relancer l'économie ivoirienne. Le président Boni Yayi a encouragé pour sa part son homologue ivoirien à poursuivre les efforts de réconciliation nationale pour permettre à tous les Ivoiriens de participer à l'œuvre de reconstruction nationale afin de retrouver le chemin de la prospérité. Les deux chefs d'État ont également souligné la nécessité de renforcer le cadre institutionnel de coopération entre les deux pays à travers la réactivation des travaux de la Grande Commission mixte de coopération. À cet égard, les deux chefs d'État ont convenu de saisir toutes les opportunités pour donner davantage de visibilité à leur coopération et à l'élargir à d'autres secteurs d'intérêt commun, tels que les mines, l'énergie, les infrastructures routières et ferroviaires, le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, la sécurité et les échanges d'expériences au niveau des différents corps de métier, tout en renforçant les mécanismes de suivi à travers des évaluations périodiques. En ce qui concerne la coopération énergétique entre les deux pays, les deux chefs d'État ont salué la solidarité qui préside aux efforts visant à assurer un meilleur approvisionnement du Bénin en énergie électrique. S'agissant des infrastructures routières et ferroviaires, ils ont reconnu la nécessité d'accélérer la réalisation des projets de construction du corridor Abidjan-Lagos, passant par Cotonou, ainsi que le projet de la boucle ferroviaire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Gaïa, Parakou, Cotonou. À la Journée internationale de la femme, les femmes burkinabées ont réaffirmé leur solidarité au peuple ivoirien. Elles ont exprimé leur adhésion au processus de réconciliation nationale en cours. Cette journée a été aussi l'occasion de sensibiliser les femmes à la création d'activités génératrices de revenus. Charles Tatou.
Les associations féminines burkinabées de Bouaké ont organisé en différé la commémoration de la Journée internationale de la femme, un jour après la date officielle, avec une particularité du point de vue thématique. La femme face à l'entrepreneuriat. Cependant, la diaspora burkinabé de Bouaké n'a pas boudé son plaisir quant à sa participation à la cérémonie relative à cette journée qui avait réuni, vendredi 8 mars, autorités et différentes couches socio-professionnelles de la localité. Sur le thème choisi par la Côte d'Ivoire, à savoir « Hommes et femmes ensemble pour une Côte d'Ivoire nouvelle et réconciliée ». Selon la présidente du comité d'organisation de la cérémonie des femmes burkinabées, Zénab Kaboré, la présence des femmes burkinabées à la célébration initiée par les Ivoiriens traduit toute la disponibilité et l'adhésion de la communauté burkinabé au processus de réconciliation nationale entamé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Elles montrent également leur amour pour la Côte d'Ivoire, leur terre d'accueil et leur détermination à vivre dans la paix et la concorde avec les Ivoiriens et les autres communautés vivant sur le sol ivoirien. Revenu sur le thème choisi par son pays, à savoir l'entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes, l'oratrice soutient que l'entrepreneuriat consiste dans un système économique bien organisé à œuvrer pour dégager des marges substantielles. À ce propos, elle a exhorté ses sœurs de la diaspora burkinabé à s'orienter de plus en plus vers les sillons pouvant garantir des acquis et créer des marges de bénéfices susceptibles de les mettre à l'abri de la précarité. Le consul général de Burkina Faso et le représentant du préfet de région ont salué l'initiative des associations féminines burkinabées, une communication sur les méfaits des mutilations génitales féminines et des danses traditionnelles ont meublé la cérémonie. Le contrôle des véhicules sans pièces a repris à Abidjan. Plusieurs opérations sont prévues par semaine dans la ville par la police nationale. Le but, sécuriser les routes en mettant fin à l'anarchie 3 mois après l'annonce du ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, de mettre fin au désordre dans le milieu. Abou Sanogo. Depuis 3 semaines, les Abidjanais font face à ces contrôles. Au moins une fois par semaine et dans des endroits différents, la police vérifie que des conducteurs ont bien leurs pièces, à savoir le permis de conduire, l'assurance pour la voiture, la vignette ou encore la visite technique. Objectif, mettre fin à l'anarchie sur les routes. Selon la police, au moins un accident mortel surviendrait dans la capitale économique tous les jours. La dernière opération a eu lieu mardi. Bilan. On a eu 186 véhicules qui ont été mis en fourrière. Et au niveau des contraventions, on a enregistré 227. On sent une régression en ce qui concerne les fourrières de contravention. Encourageant, mais il reste encore du travail. Ce genre de véhicule ne répond visiblement pas aux normes de sécurité. Le conducteur est arrêté. Mais après un bref échange avec la police, il a pu repartir sans contravention. Et des véhicules de ce genre, il y en a des centaines dans la ville. Et beaucoup sont des taxis. Des usagers montent dans ces véhicules avec la peur au ventre. On n'a pas de moyens de déplacement. Qu'on le veuille ou pas, on est obligé d'emprunter ces voitures-là. Mais même si on a peur, on n'a pas d'autre occasion, on n'a pas d'autres moyens. Qu'est-ce qu'on fait? La peur chez les usagers, chez les professionnels, la colère. Ces taxis qui ne payent pas leurs pièces constituent une concurrence déloyale. Nous payons pour nos taxis compteurs pas moins de 487 000 francs de papier administratif par an. Et nous ne pouvons pas comprendre que quelqu'un qui ne paye que 20 000 à 25 000 francs par an à l'État ait les mêmes prérogatives que nous. C'est une concurrence déloyale. La mise hors circuit de ces véhicules sans pièces intéresse officiellement tout le monde. Mais il reste encore beaucoup à faire. Un autocontrôle à 600 grammes de cocaïne ont été détectés dans l'estomac d'un Nigérian en provenance du Brésil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce dernier avait caché dans son estomac 30 boulettes de cette drogue destinée à l'alimentation du marché ivoirien. Il a été appréhendé par la police des stupéfiants. Abou Sanogo pour des détails. Il s'agit de Obi Sylvestre Nduka de nationalité nigériane dont le vol en provenance de Sao Paulo au Brésil via Dubaï Addis Abeba a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux environs de 16 heures.
Informée, la police des stupéfiants et drogues met en place un dispositif à l'atterrissage de son vol. Dispositif qui permet de l'appréhender. Après un contrôle de son passeport, il est soumis à un interrogatoire, ainsi qu'une palpation de sécurité et la fouille de sa valise. Obi Sylvestre Nduka manifeste le désir de faire un besoin naturel. Et là, il rejette pour la première fois 3 boulettes de drogue, tout emballées dans du papier plastique transparent. Pesée, une boulette donne un poids de 20 grammes. Durant sa mise en observation, Obi Sylvestre Nduka rejette au total 30 boulettes de cocaïne d'un poids total de 600 grammes. La lutte contre la drogue ne peut se faire que sur collaboration de la population. C'est pourquoi nous demandons à tous les parents, s'ils ont connaissance d'un fumoir dans leur quartier, de nous saisir. Parce que nous constatons que les élèves s'adonnent de plus en plus à la consommation de drogue. Obi Sylvestre Nduka a été déféré devant la juridiction compétente où il répondra de ses actes. La première dame du Burkina Faso a organisé une soirée gala à l'endroit du cinéma africain. Au cours de cette soirée, les acteurs du cinéma ont défilé dans des costumes de scène, une façon de renforcer la cohésion et l'intégration africaine. Mamadou Kouassi. Acteurs et professionnels du cinéma africain transformés en stars du thé pour une soirée. Artistes comédiens de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso et du Mali défilent ensemble dans des tenues de scène. Peut-être remémorer les téléspectateurs de certains films. Parce que si vous avez remarqué, il y a eu toute une liste de films. C'est les tenues qu'on a portées qui ont été utilisées dans des films. C'est dommage qu'on n'a pas pu raconter les différentes séquences de ces passages-là des films. Mais je pense que ceux qui ont vu les films ont pu déjà identifier les tenues par rapport aux différents passages. Voilà. Nous devons produire et consommer. Alors tout ce que je vous ai présenté tout de suite, c'est des tissus faits par les femmes, nos sœurs et nos mamans un peu dans la ville. Ce que les gens ne réussissent pas ailleurs, nous on le réussit dans le milieu du cinéma. Voilà, c'est ce que je retiens, ces deux peuples frères. Et il faut que ce message aille au-delà de cette salle-là. J'ai eu beaucoup d'émotions parce que ce n'était pas facile. Pour une première fois que je monte sur un podium de défilé, compte tenu du fait que je ne suis pas mannequin, ça devient un peu compliqué. Mais face à la situation, on s'adapte. Pour la première dame du Burkina Faso, initiatrice de cet événement, l'objectif est recherché à travers ce défilé le renforcement de l'intégration africaine afin de contribuer au développement du 7e art africain. Afin de pouvoir montrer aux cinéastes qui peuvent habiller leurs comédiens à travers la mode africaine. Et donc c'est un peu cette motivation-là qui nous a entraînés. Cette année, c'était les créations burkinabées. Le défilé des acteurs du cinéma est désormais une institution FESPACO. Pour la prochaine édition, un fonds sera levé afin de soutenir les enfants malades du cœur. Dans le reste de l'actualité, en Afghanistan, les femmes afghanes sont à la conquête de leurs droits à petits pas dans un pays où elles comptent très peu. Regardez. Au XXIe siècle, à l'ère du numérique et de la mondialisation, les femmes afghanes sont toujours contraintes de porter la burqa bleue dans les rues de Kaboul pour échapper à la souillure du regard des hommes. Sous le joug des talibans, il leur était même défendu d'étudier ou de travailler, comme le font ces ouvrières, pour éviter de côtoyer d'autres mâles que leurs maris ou parents. Bravant les interdits d'une société demeurée profondément conservatrice, elles sont 90 à travailler dans cette usine à la périphérie de la capitale. Toute la journée, elles s'activent à conditionner des caisses de raisin destinées à l'exportation pour un salaire de 200 € par mois. À l'époque des talibans, les femmes étaient cloîtrées chez elles. Elles ne pouvaient pas sortir sans la burqa. Si les talibans voyaient une femme, ils la battaient, lui faisaient des problèmes. Mais maintenant, la situation a changé. Elles peuvent sortir et travailler comme fonctionnaires ou pour des institutions privées. Une amélioration pour laquelle l'association Awa pour la défense de la femme afghane continue de se battre. À sa tête, Neda Kihani qui a payé de sa chair un combat qu'elle reste déterminée à mener. J'ai été blessée à la jambe avec mon chauffeur au moment où j'allais défendre une femme victime de violences familiales dans ma ville de Baglan. Malgré ces tentatives d'attenter à ma vie, je ne cesserai pas d'aider les femmes afghanes à défendre leurs droits.
Soumise à la loi coranique, comme on peut le voir ici avec l'exécution d'une femme pour adultère devant une assistance exclusivement masculine, la femme afghane a encore un long chemin à parcourir vers sa liberté. Cette année, à l'occasion du 8 mars, journée internationale de la femme, certaines activistes et quelques femmes officiers de l'armée afghane ont eu droit à une promenade en hélicoptère au-dessus de Kaboul, qu'elles ont vécue comme une bouffée d'air frais. Aujourd'hui, leur grande crainte est de voir les quelques droits au vote, à l'éducation et à l'emploi arrachés depuis 2001, engloutis dans un accord de paix avec les talibans. Je vous propose maintenant de faire un tour de l'actualité en Birmanie et en France. Mais avant, je vous amène d'abord au Nigeria, où l'assassinat des 7 otages étrangers enlevés dans la nuit du 16 au 17 février dernier a été confirmé par plusieurs chancelleries. Hier dimanche, la Grande-Bretagne et la Grèce ont jugé probable la mort de leurs ressortissants. Les images. Le groupe islamique nigérian Ansarou a annoncé samedi avoir exécuté les 7 étrangers enlevés au Nigeria il y a 3 semaines. Il s'agit de 2 Libanais, 2 Syriens, un Grec, un Italien et un Britannique. Cette exécution fait suite aux actions menées par les gouvernements anglais et nigérians pour libérer les otages. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a été réélu dimanche à la tête du principal parti de l'opposition birmane, la Ligue nationale pour la démocratie. L'ancienne prisonnière politique, députée depuis 1 an, a été réélue par les 120 membres du comité central. Son parti est donné favori pour les élections législatives de 2015. Au cri de Fukushima, plus jamais sain, à Paris, plusieurs milliers de personnes ont formé une vaste chaîne humaine pour réclamer l'arrêt du nucléaire civil et militaire en France, 2 ans après la catastrophe de Fukushima. Une vingtaine des 58 réacteurs français ont plus de 30 ans et la mobilisation était destinée à envoyer un message d'indignation aux décideurs ainsi qu'un message de solidarité avec le peuple japonais. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et vous faites bien de regarder RTI1 pour vous informer.